Je pris le parti de garder le silence. Pour donner plus de poids à ce qu'il venait de dire, mon père ajouta: Si ta mère vivait encore, elle te dirait ce que je t'ai dit. Ne parle pas de ma mère, protestai-je. Obstina, je dis que si elle était encore là, elle serait de mon avis. Elle est morte de chagrin et c'est par ta faute. Il recula, la main à la poitrine, le visage douloureusement crispé. Moi? Es-tu fou, Mar? Qui t'a raconté cela? Je le sais, répliquai-je, non sans cynisme. Tu lui préférais Ndombé, ta seconde femme, et tu l'avais délaissée. Tu étais même sur le point de la renvoyer au village quand Dieu la rappela à lui. Comment peux-tu savoir ça? Tu étais tout petit, se défendit-il. Trop petit que tu le dis, d'ailleurs, un enfant à tous les âges sait ou sent ces choses-là. Il ne savait plus quoi dire. Longtemps après son départ, je demeurai immobile, fixant sans le voir un coin de la chambre. Je ne puis dire si ce que je ressentais était de l'amertume ou de la tristesse. Toutefois, dans mes oreilles résonnaient encore ces dernières paroles, paroles désabusées que d'autres pères, en d'autres circonstances, disent toujours à l'adresse de leur progéniture quand le moindre différend les oppose. Je regrette de t'avoir envoyé à l'école française. Cette dernière, au lieu de t'éduquer, a rempli ton cerveau de sophismes. Elle t'a appris à me tenir tête et à mépriser les vérités de chez nous. Ce soir-là, j'eus du mal à trouver le sommeil. Oulé et moi avions des ailes. Nous nous évadâmes du pays, loin des préjugés d'ethnie, de caste et de religion. Nous naviguions à travers le temps et l'espace et survolions des villages, des villes, des pays et des continents. Une bonne partie du terroir des Noirs avait été happée par le désert vorace. Ces fleuves avaient tari ou été réduits à de ridicules filets d'eau où venaient s'ébrouer hommes et bêtes faméliques. Le sable sec comme ailé fouettait avec virulence des villages entiers et les ensevelissait avec leurs habitants à demi morts de faim et de soif. Les villes grouillaient comme des fourmilières. Et avenues pullulaient de loques humaines, femmes, enfants et vieillards crasseux et déguenillés, les uns sans force étendus à même les pavés humides de pissa excréments par endroits, les autres assis à l'ombre des immeubles mangeant du riz offert en aumône ou grignotant des morceaux secs de pain tirés du dépotoir des libano-syriens et des assistants techniques. Le monde s'était horriblement métamorphosé avec l'aggravation de la crise économique. L'Afrique, qui a survécu pendue au basque de l'Europe, que son sort désormais préoccupe, est au bord du gouffre, voire à demi engloutie. Après notre odyssée à travers le temps et l'espace, Ouli et moi nous revînmes au pays. Faisant irruption de toutes les directions, des hommes en toge, mièvres et barbus, débouchèrent sur la route principale, brandissant des pancartes, les mains noires d'encre ou blanches de craie. Ils se dirigeaient vers le palais de la République, entonnant un chant inintelligible dont le refrain était pourtant limpide. Le leader du séditeux semblait être l'homme à la haute stature qui se dandinait en tête du groupe entre deux collègues hâves, chancelant sous le fait de leur pancarte. Il arborait sous sa toge un joli boubou de basin bleu qui scintillait au soleil. De petits écoliers, des cireurs, des marchands ambulants et des badauds vinrent peu à peu grossir le rang des hommes en toge qu'Ouli et moi suivions mécaniquement. Arrivés à quelques mètres du palais de la République, ils rebroussèrent chemin et entrèrent sur leur droite dans une sorte de vaste jardin au milieu duquel était érigée une statue, la statue sacrée. Elle portait des lunettes à monture d'écailles derrière lesquelles flamboyaient de gros yeux mobiles. L'air pénétré, elle ponctua de hochements de tête le discours que fit l'homme à la haute stature au nom de ses collègues militants du syndicat pour le renouveau de l'école africaine, SREA. Discours longuement applaudi qui exposait avec clarté la plateforme des revendications du dit syndicat. Lorsqu'après lecture, l'homme à la haute stature déposa le cahier de doléances sur le piédestal de la statue sacrée, celle-ci se mit à sourire. Un sourire qui s'élargit et soudain fut suivi d'un ricanement satanique et épileptique accompagné d'un coup de vent, d'une âpreté inouïe.
Pages du cahier, une à une, se détachèrent et s'envolèrent aux quatre coins cardinaux comme des oiseaux blancs échappés de la cage souterraine de quelques colombophiles. Presque aussitôt, des hommes portant des tenues kaki surgirent d'on ne sait où et fondirent sur les paisibles manifestants, leur ayant coupé toute retraite. Le leader des hommes en toge se déchaussa et retroussa son ample boubou de basin bleu. Ce furent la débandade générale et le sauve-qui-peut éperdu. Des coups de feu claquèrent, des gourdins et des bouts de pilon cognèrent avec un bruit mat, des crânes de dispensateurs de savoir, le sang giclait et des corps s'affaissaient lourdement. La statue sacrée au milieu de la mêlée sanglante riait aux éclats et trépignait d'aise sur son piédestal. Quand le calme revint, le vaste jardin n'était plus qu'un lieu macabre où agonisaient blessés moribonds et gisaient des corps déjà vidés de tout souffle. Ouli était grièvement touché à la tête par une balle perdue. Un horrible trou béait sur son front et laissait couler du sang noirâtre. Le cœur ulcéré, je la soulevai et allai la déposer devant la statue sacrée. Celle-ci n'avait plus ses lunettes à monture d'écaille, elle avait autour de la tête un immense turban blanc et autour du cou un long chapelet en perles d'or. Elle fit une prière pour Ouli et m'assura qu'elle s'en sortirait, Inch'Allah. À peine sortie du jardin, je sentis Ouli se raidir. Elle rendait le dernier soupir. J'entendis frapper avec insistance à ma porte. Je me réveillai avec sursaut. « Qui est-ce »« Presque 8 heures, monsieur Ndiaye. » C'était la voix de Luck. Le taxi stoppa, la course réglée, je sortis claquer la porte arrière, traversai la chaussée et franchis le portail du collège à grande enjambée. Comme à l'accoutumée, madame Dramé faisait les 100 pas à proximité des salles de classe qui s'ouvraient sur la vaste cour de récréation sableuse, divisée en deux parties disproportionnées par une longue allée reliant le portail au seuil de la direction. Elle me rendit du bout des lèvres le salut que je lui adressai. Madame Dramé était la directrice du collège. C'était une femme qui approchait le cap de la cinquantaine. On ne lui donnait jamais son âge tant elle avait su se maintenir dans une relative verdeur qui lui permettait de rivaliser de charme et d'élégance avec mademoiselle Camara, la surveillante préposée aux classes de quatrième dont la beauté n'avait d'égal que l'indolence. Madame Dramé mesurait avec lucidité la délicatesse des responsabilités qui pesaient sur ses épaules de mère de famille. Aussi, pour maîtriser son monde, dissimulait-elle les faiblesses inhérentes de sa nature féminine derrière un masque de réserve et de sévérité qui indisposait le personnel mal avisé, mais suscitait la condescendance de ceux qui, comme moi, avaient réussi à la comprendre et à la connaître telle qu'elle était. Ouverte, foulant aux pieds bien des tabous de notre société où chaque homme et chaque femme colportent un agrégat impressionnant de préjugés et de superstitions, loyale et franche dans ses rapports avec son entourage, elle était de ces personnes que dire ce qu'elle pense ne fait pas hésiter, qui appellent un chat, mais ne gardent au fond de leur cœur ni rancœur ni rancune. Disons-nous la vérité quand il le faut, sans tenir compte de nos grades respectifs. La sincère collaboration et la solidarité sont indispensables entre des gens qui ont choisi la voie noble, mais ô combien délicate qu'est la nôtre, disait-elle souvent. Les élèves la craignaient et la respectaient. Entre elles, elle l'appelait la tigresse. Sa présence leur imposait correction et discipline et les astreignait, même durant les minutes de récréation, à tempérer leur fougue tapageuse. Les surveillantes, je n'ai jamais su pourquoi, la surnommaient Mamramdout la fée. En tout cas, elle les exhortait inlassablement au travail, consciencieux, et les harcelait impitoyablement, la période des compositions et des examens blancs venus. Elle leur reprochait de transformer la surveillance en lieu de papotage et de médisance où certaines vendaient des sandwichs, d'autres des tissus ou des bijoux à crédit. Madame Dramé n'aimait pas voir un professeur arriver en retard, même d'1 minute. Le matin, dès 8 heures moins le quart, elle se plantait à bonne distance du portail, les bras croisés sur la poitrine.
Vif, elle surveillait l'entrée des élèves, contrôlait l'arrivée du personnel, flanquée de Madame Carrera, la surveillante générale fluette et jolie que nos ouailles désignaient sous le sobriquet de Dame Souris-Trotte parce qu'elle marchait sur la pointe de ses hautes chaussures et semblait courir à tout instant. Dame Dramé échangeait alors des bonjours longs comme les longs cils de ses yeux inquisiteurs avec ceux qui étaient à l'heure, gratifiait de petits sourires les élèves qu'elle savait travailleuses, assidues et disciplinées, querellait celles-ci pour leur maquillage outré et celles-là pour leurs blouses sales. Quant aux retardataires, selon qu'ils étaient élèves ou professeurs, elle les réprimandait rudement ou se détournait, feignant de ne pas les voir pour ne pas avoir à répondre à leur salut tardif. Avant, lorsque j'étais dans l'une des salles de classe qui faisait face au portail, je la voyais et l'entendais sermonner M. Boy, un nouveau pour qui l'enseignement était manifestement un pis-aller. M. Boy se présentait régulièrement 15 à 20 minutes après que la cloche avait tinté. Il venait au collège pédestrement, expliquait-il. Les lenteurs administratives avaient fait qu'au mois de janvier, il n'avait pas encore touché un franc de son salaire. Il avait dû attendre jusqu'au mois d'avril. Et jusqu'à cette date, et même après, quoique moins assidûment, il avait toujours été le dernier à venir assurer ses cours. Tout bien considéré, Madame Dramé était une femme de bonne volonté. Elle donnait le bon exemple par sa ponctualité, son dévouement, sa simplicité et son efficacité. Ne disait-elle pas, avant de conseiller aux autres de se laver, il faut être propre soi-même. Les mauvaises langues chuchotaient qu'elle n'était pas aussi propre qu'elle voulait le faire croire. D'abord, elle devait son poste à un ancien ministre, ami de son père et célèbre pour son régionalisme. Durant le mandat de ce ministre, tous les postes clés dans certains départements de l'éducation nationale avaient été tenus par ses parents et des fonctionnaires issus de son ethnie ou originaires de sa région natale, comme c'était le cas de Madame Dramé. Ensuite, où passaient les 3 millions de budget chaque année alloués au fonctionnement de l'établissement et les droits d'inscription et les cotisations des parents d'élèves? Quelle réalisation Madame Dramé avait-elle faite qui pouvait engloutir tant d'argent? Autant de questions que je ne m'étais jamais posées et sur lesquelles s'appuyaient les mauvaises langues pour soupçonner Madame Dramé de se comporter comme certains responsables nationaux qui utilisent l'argent de l'État à des fins personnelles. Dramé, pourtant, ne semblait guère vivre au-dessus de ses moyens. Elle n'avait pas de voiture et s'habillait sans apparat. Que Madame Dramé, qui n'était qu'institutrice, fût directrice du collège, frustrée et rendait certainement jalouse certaines personnes qui devaient travailler sous sa tutelle, mais s'estimaient plus émérites. Billet d'entrée, monsieur, s'écrièrent d'un commun accord les élèves dès que j'entrai en classe, cartable sous le bras. Excusez mon retard. Hier, j'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin pour pouvoir vous rendre vos devoirs ce matin. Un murmure d'enthousiasme accueillit ma déclaration. Je montai sur l'estrade, allai m'asseoir sur ma chaise derrière le grand bureau métallique. De là, je dominais les 3 rangées de tables blancs de la salle de classe. Cette dernière était spacieuse, mais plus profonde que large, avec un toit de tuiles rouges assez élevé, des murs craquelés par endroits et des fenêtres dont les vitres étaient garnies de trous étoilés. Au-delà des élèves qu'il a la charge d'instruire, l'enseignant travaille pour le lendemain des hommes qu'il ploie sous le poids de l'ignorance et de l'obscurantisme. Il est en train d'allumer le feu salutaire qui éclairera et orientera demain les hommes, ainsi le phare des mamelles qui aide les piroguiers attardés à retrouver leur voie sur les eaux ténébreuses. Il est un pionnier de l'avenir qu'incarne la jeunesse. L'appel achevé, je commençai la remise des copies, les notes s'échelonnaient de 5 à 15 sur 20. Binetta Barry, 5. Je me demande quelle langue vous écrivez. En tout cas, ce n'est pas le français de France. Il faut lire, il faut beaucoup lire, mademoiselle. L'intéressé vint retirer sa copie. Oulimata Thiam, 6. C'est dommage. C'est vraiment dommage car les idées sont bonnes. Il ne suffit pas cependant d'avoir des bonnes idées. Il faut savoir les exprimer clairement, correctement, dans le respect de la grammaire et en suivant un plan logique et précis esquissé dès l'introduction.
Ouli ne manquait pas d'intelligence, il faut dire qu'elle était même très intelligente. Seulement, elle n'aimait point les études. Un jour, elle avait essayé de m'expliquer les raisons de son désintérêt. Les études me passionnaient au début car j'ai été persuadée d'apprendre des choses utiles, mais au fur et à mesure que je grandissais, j'ai réalisé le fossé qui existe entre la vie pratique et ce qui nous est enseigné. À quoi bon accumuler des connaissances que nous ne mettrons jamais peut-être en pratique? Et les diplômes, à quoi peuvent-ils servir s'ils ne nous garantissent pas un emploi rémunéré en conséquence? Tu te poses des questions prématurées. L'essentiel pour le moment est d'assimiler ce que tu apprends. Après, elle m'avait interrompu. Après, j'aurai un emploi où je connaîtrai le sort des licenciés et des maîtrisards qui comptent les poteaux. Le problème n'est pas tout à fait là, Ouli. L'instruction n'a pas pour seule fin l'obtention d'un emploi bien rémunéré, avançai-je. L'instruction permet à celui ou à celle qui en bénéficie d'appréhender son environnement immédiat, d'avoir une certaine connaissance du monde et des hommes et l'aide à faire le bon choix dans toutes les circonstances de la vie. Mais qu'apprenons-nous à l'école? Rien de vraiment utile. Notre professeur de philosophie nous disait que les meilleurs élèves ne sont pas forcément les plus avisés, mais souvent ceux qui se contentent de restituer fidèlement ce qui leur est inculqué sans se poser de questions. C'est vrai, avait attisé Ouli, les plus bêtes réussissent sans problème. Ils répètent ce que leur ont fait écrire sans discussion et sans même comprendre, l'essentiel pour eux étant de passer chaque année en classe supérieure. Lui, avec sa désinvolture et ses questions pas trop captieuses, passait pour un mauvais esprit dont il fallait débarrasser le collège au plus vite. Bertin, le professeur d'histoire et de géographie, était son ennemi déclaré. Cette brave Française de 35 ans, après lecture, faisait recopier à ses élèves des pages entières de leurs livres sans explication et sans commentaire. Recopiez et apprenez par cœur. C'est tout ce que je vous demande, disait-elle aux pauvres adolescentes qui reminaient leur désapprobation. Un matin, au nom de ses camarades, Ouli alla la dénoncer à Madame Dramé. Cette dernière non seulement ne voulut pas la croire, mais la menaça d'expulsion anticipée, car elle avait juré que cette élève peu studieuse et dévergondée ne serait plus admise dans son établissement.